Madame la présidente, madame la ministre, madame la présidente de la commission, mes chers collègues. Faire que le travail paie, cet objectif nous rassemble tous dans les discours. Des déclarations du président de la République au cortège des Gilets jaunes, chacun s'accorde aujourd'hui sur la priorité que constitue la valorisation du travail. Cela tombe bien, faire que le travail paie est précisément l'objet de notre proposition de loi. Cette affirmation relève d'ailleurs de l'évidence. Comment peut-on s'accommoder d'une société où les travailleurs pauvres se multiplient, où les bas salaires nourrissent la précarité et où le chômage de masse reste une réalité? C'est pourquoi, alors qu'il s'agit d'un sujet qui se débat dans le pays tout entier et au-delà des options qui peuvent être différentes entre nous, il est indispensable que notre Assemblée examine sérieusement et pleinement cette proposition de loi qu'avec les députés de mon groupe, nous avons voulu charpenter, documenter et juridiquement solide. C'est à un effort de nouveauté que nous vous invitons, chers collègues, un effort pour rompre avec un certain conformisme intellectuel qui a systématiquement privilégié ces dernières années la rémunération du capital au détriment de celle du travail. Je l'ai dit, cette politique vient de loin, 30 années où les majorités successives ont tenté en vain d'importer des modèles étrangers, tantôt scandinaves, tantôt allemands, tantôt anglo-saxons, niant par là même la singularité de la France, sa créativité, sa capacité à inventer son propre modèle de développement. 30 années de suivisme, 30 années passées à abaisser notre pays et sa grande histoire. Car avec de tels raisonnements et de tels comportements, jamais notre pays n'aurait eu l'audace d'inventer la sécurité sociale que les peuples du monde entier nous envient. 30 années où la dérégulation du droit du travail n'a cessé de se renforcer au détriment de la protection de l'emploi. Le travail est ainsi devenu le grand perdant du partage des richesses. La proposition de loi que je défends aujourd'hui avec mon groupe est une invitation à ouvrir un nouveau cycle de politique économique au service du progrès social. C'est pourquoi, avant d'entrer dans leurs détails, nous devons au préalable nous départir d'un certain nombre d'a priori ou d'idées reçues qui paralysent chaque jour le débat. Première idée reçue, les cotisations sociales ne sont pas des charges qui pèseraient injustement sur les employeurs. Les cotisations sociales sont des droits et des créances pour l'avenir, financés à la fois par les salariés et les employeurs. Et désocialiser les salaires, ce n'est ni soutenir le travail, ni aider l'économie. Cela revient uniquement à appauvrir la sécurité sociale. Convenons-en, le salaire net, c'est pour aujourd'hui, le salaire brut, c'est pour toute la vie. Deuxième idée reçue, l'augmentation du SMIC ne conduit pas à des destructions d'emplois. Les études ne confirment nullement les scénarios catastrophiques qu'on nous prédit parfois. Les représentants de l'OFCE que nous avons auditionnés ont clairement indiqué que les éventuelles destructions d'emplois ne sont absolument pas avérées. En revanche, l'effet d'une augmentation du SMIC sur l'activité, lui, est bien réel. Par un effet de diffusion, il contribue en outre à l'augmentation générale du niveau de vie des salaires, comme de nombreux travaux économiques le démontrent. Et en alimentant la consommation des ménages, il pourrait être le principal levier de relance de l'activité économique et donc un facteur de croissance. Investir dans les salaires est donc un bon investissement qui ne partira ni dans la spéculation, ni dans les paradis fiscaux, mais dans la relance de l'économie réelle. Troisième remarque. Le salaire ne peut pas être financé par l'impôt comme le fait le gouvernement avec l'augmentation de la prime d'activité. Le salaire est la reconnaissance de la contribution des travailleurs à la création de richesses. Ils ne demandent pas, ces travailleurs, une allocation, mais vivre dignement de leur travail. Seul un salarié au SMIC sur deux est concerné par votre valorisation de la prime d'activité. Contrairement au salaire, cette prime n'ouvre aucun droit. Elle ne se traduira pas dans l'évolution de leur carrière ou de leur qualification et n'entrera pas non plus dans le calcul de leur retraite ou de leur chômage. Suivre ce chemin, c'est déresponsabiliser les entreprises au profit des pouvoirs publics. Et alors, à partir de là, pourquoi ces entreprises feraient-elles l'effort d'augmenter les salaires si l'État et la puissance publique augmentent la prime d'activité à leur place? Quatrième remarque, il faut en finir avec l'addiction française aux politiques d'allègement de cotisations patronales qui sont au mieux inefficaces, au pire dangereuses pour les travailleurs enfermés dans les trappes à bas salaire. Comment ne pas s'interroger sur le CICE dont l'efficience est plus fondée
sur la croyance que sur les résultats réels. Les rares évaluations dont nous disposons font état de 100 000 emplois créés ou sauvegardés. Avec 20 milliards d'euros engagés chaque année, c'est une véritable gabegie d'argent public. Aucun gain n'a été constaté sur le terrain des exportations et de la compétitivité, qui était pourtant l'objectif annoncé. Toutes les personnalités, tous les organismes de sensibilités diverses qui ont été entendus dans la préparation de cette PPL s'accordent, jusqu'à votre cabinet d'ailleurs, s'accordent pour reconnaître l'échec du CICE. C'est dans ce contexte qu'intervient cette proposition de loi. 2 leviers doivent être actionnés sans attendre. D'une part, l'augmentation immédiate continue des salaires, initiée au niveau du SMIC, qui atteindra 1 800 € bruts mensuels en 2022. Cette augmentation irriguera progressivement l'ensemble de l'échelle des salaires, notamment grâce à l'ouverture obligatoire de négociations salariales dans chaque branche. D'autre part, la suppression de dispositifs inefficaces, le CICE hier, sa bascule en allègement de cotisations sociales patronales aujourd'hui, permettra de responsabiliser les employeurs et d'en finir avec la double impasse de ces politiques, la création de trappes à bas salaire, d'une part, et les effets nocifs sur les comptes de la sécurité sociale, d'autre part. Tels sont les objectifs des articles 1 et 2. Nous faisons également le pari de la responsabilité des entreprises et le choix d'un État qui reprend la main sur les questions du partage des richesses dans notre pays. Les TPE-PME, qui sont les véritables poumons économiques de nos territoires, doivent donc être accompagnés dans la trajectoire d'augmentation des salaires. L'ère des financements et des aides publiques sans contrepartie doit être révolue. Nous préférons, à l'inverse, des dispositifs de soutien ciblés et évalués, accompagnant les entreprises dans leurs investissements et les employeurs dans la sécurisation des parcours des salariés. 2 outils dans notre proposition de loi y concourent. En premier lieu, le fonds de soutien aux TPE-PME, prévu à l'article 3, mobilisera toute une palette d'outils afin de financer l'augmentation des salaires et d'assurer un développement économique durable. Des aides à l'innovation ou des prêts à taux nul ou préférentiels sont ainsi financés par l'État à partir des financements rendus disponibles par la suppression de la bascule du CICE en allègement de cotisations. En second lieu, l'aide publique aux TPE-PME créée à l'article 4 prendra la forme de subventions destinées à accompagner l'augmentation du SMIC et à encourager les embauches durables. Un employeur proposant un CDI à un salarié au terme de son CDD bénéficiera ainsi d'une aide complémentaire de 1 000 €. Précisons que le montant des aides proposées ne résulte pas du fruit du hasard. Un chiffrage précis a été réalisé en amont du dépôt de cette proposition de loi pour que les aides accompagnent le plus justement possible les petites entreprises, les commerçants, les artisans, dans le processus de revalorisation du SMIC et des salaires. Enfin, une attention particulière est portée aux territoires ultramarins dont les atouts et les opportunités ne sont pas suffisamment valorisés, faute de dispositifs adaptés. Mes chers collègues, cette proposition de loi doit nous amener à ouvrir un nouveau cycle de répartition de la richesse créée, plus juste, plus équilibré, plus responsable. Les options que nous formulons ne sont ni excessives ni clivantes, elles visent simplement à permettre à chacun de vivre de son travail. On ne peut pas continuer à déplorer la précarisation des travailleurs et une concentration toujours plus forte des richesses et à l'autre bout. Nous devons passer aux actes. Le Premier ministre a déclaré, il y a quelques semaines, en réponse à l'interpellation de notre président de groupe André Chassaigne, qui l'interrogeait sur cette niche parlementaire, le Premier ministre déclarait, je le cite, « Ayons le plaisir démocratique et l'exigence républicaine de débattre ensemble. Je ne veux pas croire qu'après une telle déclaration d'amour pour le débat démocratique, votre majorité puisse être tentée de ne pas le conduire jusqu'au bout sur une question que tous nos compatriotes ont en tête, que le travail paie enfin et mettre un terme à la plus longue période de stagnation du pouvoir d'achat que notre pays ait connue depuis la Seconde Guerre mondiale. » Monsieur le rapporteur, la parole est à Madame Muriel Pénicaud, ministre du Travail.